Bonjour à tous. Bon, il est un tout petit peu plus de 10 heures. Comme nous attendons 187 personnes, je pense que les gens vont arriver, j'allais dire au fur et à mesure. Donc je suis heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré à l'EMEBI. Savez tous que la déclaration d'échange de biens a changé de nom, j'allais dire, a changé de forme depuis 1 an et que d'une enquête, on est passé à 2 enquêtes, donc l'EMEBI et l'État récapitulatif TVA, sachant que n'est concernée par l'EMEBI que l'entreprise qui a été, sélectionnée par les services douaniers. Alors le cabinet Lighthouse nous fait, comment dire? A comment pardon, a décidé de nous confier sa collaboration pour ce webinaire. J'avoue qu'au bout d'un an d'existence, on s'est dit que ça serait peut-être bien de faire un petit point, même si c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il y a peut-être pas suffisamment encore de recul, mais en tout cas, au moins, on va peut-être, voir ne serait-ce que par le cabinet, peut-être, il a certainement j'allais dire des sons de cloche aussi avec ses clients. Donc les 2 animateurs sont donc Renaud Roquebert et Lauriane Tilnon du cabinet Lighthouse. Donc ils vont animer tous les 2, hein, j'allais dire en collaboration le webinaire. Ils vont également traiter vos questions. Je pense que normalement toutes les questions qui ont été posées ont été prises en compte et ils en ont tenu compte aussi du coup dans l'élaboration de leur, diaporama, mais au cas où il y aurait d'autres questions, ils verront directement les questions tous les 2. Ce que je vous demande aussi surtout, c'est de ne pas utiliser l'onglet conversation, mais de bien poser vos questions dans l'onglet Q et R. Vous dire que sont présentes comment dire? Au webinaire mes collègues des départements des Côtes-d'Armor, Annie Lemasson, d'Ille-et-Vilaine, Cindy Le Guern, du Finistère, Annie Munier, donc et moi-même, donc Pascal Leborgne, dans le Morbihan. Alors, pour ne pas perdre de temps, parce que je pense que tous vous connaissez maintenant l'association Bretagne Commerce International, vous savez que font partie de l'association, j'allais dire, 2 équipes de collaborateurs. L'équipe qui est au siège, qui sont essentiellement les services support et les chargés d'affaires sectoriels. Et puis sinon, les collaborateurs en service de proximité, c'est-à-dire une équipe de 2 personnes par département. Vous verrez de toute façon, quand vous recevrez le diaporama, le trombinoscope, j'allais dire, des collaborateurs et leur, domaine de compétences. Voilà. Sans plus attendre, vous dire aussi que, la présentation, vous l'aurez après le webinaire. Donc je vais laisser la parole à Lauriane et à Renaud et donc on part pour 1 heure de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Voilà, je leur laisse la main. Merci à vous Merci. 2. Merci. Merci beaucoup Pascal, merci. Bonjour à tous, on est ravis de participer à ce séminaire. On remercie évidemment Pascal, la CCI et Bretagne Commerce International de nous accueillir ce matin. Je vous fais une présentation très rapide du cabinet. Donc on est un cabinet d'avocats spécialisé en matière de fiscalité, TVA et droit de douane. Et donc on va toucher ce matin plutôt la partie TVA et douane un tout petit peu. Et donc, le cabinet est basé à Paris, à Lyon, à Annecy, à Rouen et surtout, évidemment, à Vannes, ce qui explique notre présence. Et c'est Lauriane qui est donc basée dans votre belle région. Euh, Peut-être quelques mots d'introduction, sans doute pour justifier pourquoi est-ce que vous êtes si nombreux à participants, puisque on est plus d'une centaine. Alors, il y a marqué 100 plus sur mon écran. Je ne sais pas combien ça veut dire, mais effectivement, on attendait 180 participants. Merci à nouveau à tous d'être là. Quelques chiffres, vous allez voir, pour mettre en valeur, d'une façon générale, la TVA et ces enquêtes dont on va parler aujourd'hui, les MEBI et l'État récapitulatif. Quelques chiffres. Vous savez sans doute que la TVA représente un montant très significatif dans les ressources de l'État. Au dernier chiffre, environ 40% des recettes de l'État. C'est-à-dire que la TVA à soi, à elle toute seule, représente probablement 2 ou 3 fois plus que l'impôt société et au moins 2 fois plus que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc c'est un enjeu absolument considérable pour l'administration fiscale. Et comme on va le voir dans le cours de la présentation, un des moyens de contrôler la TVA pour l'administration fiscale, ce sont ces déclarations dites statistiques. Vous allez voir, c'est devenu en fait un instrument de contrôle et de sanction pour les autorités fiscales. Un deuxième chiffre peut-être très important,
qui justifie qu'il y ait de plus en plus de formalités pour les entreprises, et en particulier de formalités déclaratives, du type de celles dont on va parler aujourd'hui. La fraude à la TVA, c'est en France, alors évidemment c'est très compliqué de l'estimer de façon très précise et certaine, mais on estime que c'est entre 15 et 20 milliards d'euros par an, en France uniquement. Et vous m'avez bien entendu, 15 à 20 milliards d'euros par an en France uniquement la fraude à la TVA. Et un des moyens de lutte contre la fraude, ce sont les obligations déclaratives de plus en plus nombreuses qui sont évidemment à la charge des entreprises. Ça donne une idée un petit peu, si vous voulez, des enjeux et de la raison pour laquelle l'administration fiscale a besoin de contrôler évidemment toutes les opérations. C'est absolument fondamental. Alors, j'ai perdu la vision sur les slides. J'espère que vous l'avez tous. En ce qui me concerne. Je vous avoue qu'effectivement, je ne vois plus que vous non plus. Alors, je suis content d'être en. Alors, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je continue sur l'introduction. Lauriane va revenir avec les slides. J'avais un troisième chiffre à partager avec vous, qui est tout aussi important. Et c'était simplement pour vous dire ce que représente un point de TVA, un pourcentage de TVA en plus ou en moins en France. Alors, vous savez que le taux de TVA est de 20%. Il était de 19,6 jusqu'à il y a une dizaine d'années, un peu moins. Il est passé à 20. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'une petite variation dans le taux de TVA a un impact fondamental. On estime, là aussi c'est une estimation, que 1% de TVA en plus ou en moins en France, c'est 6 à 8 milliards d'euros. 6 à 8 milliards d'euros. Vous voyez, donc quelques chiffres que je viens de vous citer. La TVA représente 40% des recettes de l'État. On est probablement entre 15 et 20 milliards d'euros de fraude à la TVA par an. Et un petit point de TVA, c'est 6 à 8 milliards d'euros. Donc les enjeux sont considérables. Ça explique plusieurs événements sur lesquels je vais passer assez rapidement pour arriver à notre sujet, évidemment. Le premier, les autorités fiscales sont en train de spécialiser des brigades ou des inspecteurs ou des contrôleurs sur la matière de la TVA et ce qui tourne autour, c'est-à-dire en particulier l'ancienne DEB et donc EMEBI et État récapitulatif. Donc ça, c'est un point fondamental. Attendez-vous à avoir des contrôles dédiés sur cette matière-là. Deuxième impact, de plus en plus d'obligations déclaratives, comme je le disais. L'État a tendance à reporter sur les entreprises les opérations de contrôle. L'État, en fait, vous demande de vous contrôler vous-même concrètement par le biais de ces obligations déclaratives. Donc voilà les quelques conséquences. J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas retrouvé notre présentation. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je suis désolé pour ce petit inconvénient. Alors, Je vais profiter pour dire quelque chose, Renaud, j'ai oublié tout à oui, l'heure. Effectivement, il y a une nouveauté, comme ça prenez votre temps, il y a une nouveauté 2023, si je puis dire, c'est qu'on a mis en place un système de sondage. Et que donc, dès que vous aurez terminé votre intervention, je lancerai un sondage qui est relativement court. On vous demande si, effectivement, le webinaire a répondu à à vos attentes et surtout, on vous demande ce sur quoi vous aimeriez éventuellement qu'on établisse, enfin, qu'on organise des webinaires ou des réunions d'information. Voilà, donc si vous pouvez y consacrer 1 minute, ce sera parfait. Donc là, je vois Lauriane. Excusez-moi, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Mon ordinateur s'est éteint, donc je reprojette. Voilà. Il y a pas de- voilà. Parfait, Ce parfait. sont des choses qui arrivent. Ça n'arrive jamais, mais à part aujourd'hui. Voilà, vous voyez bien? Très Oui. bien. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours à ce Alors J'ai eu la moment-là. moi, chance de travailler quelques années dans la Silicon Valley, le paradis de l'informatique, et on disait toujours que ils ont un terme qui s'appelle l'effet démo, et on dit toujours que quand il faut démontrer quelque chose, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc et je voilà, désolé m'excuse. pour ce petit inconvénient. Le Aucun sommaire de la souci. présentation d'aujourd'hui, alors ça tombait bien, Lauriane, j'avais une introduction assez fournie, Je me suis mais doutée que donc le sommaire. Évidemment, le rappel des règles que je vais voir avec vous dans quelques minutes sur les MEBI et sur l'état récapitulatif TVA. C'est important de rappeler ces règles
parce qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes que pour la DEB, l'ancienne DEB. Ensuite, nous passerons un petit moment, un bon moment sur le traitement des opérations complexes, sur les sanctions et les risques liés évidemment à ces déclarations. Et enfin, on fera un retour d'expérience. Alors, pour commencer, je signale que nous avons pu lire un certain nombre de questions qui ont déjà été posées par les participants avant le début de la présentation. On a essayé d'intégrer jusqu'à hier soir dans nos diapos les questions qui avaient été posées. Donc, en principe, ceux qui ont déjà posé des questions, vous retrouverez des réponses dans notre présentation. Je fais simplement un petit aparté avant de commencer. Il y a eu pas mal de questions évoquées, posées, pardon, sur la problématique de la TVA à l'importation, dont le régime a changé, vous savez, également le 1er janvier 2022, avec l'automatisation de l'autoliquidation à la TVA à l'importation. Ce n'est pas complètement le sujet du jour. Si on a l'occasion, dans les questions-réponses en fin de séance, évidemment, on sera content de revenir sur ce sujet-là s'il y a toujours des questions, mais on l'évoquera peut-être rapidement pendant la présentation, mais ce n'était pas évidemment dans le sommaire du jour. Mais enfin, avec plaisir pour y répondre en fin de séance si on a un peu de temps. Voilà, donc le rappel des règles. Comme vous le savez, on était jusqu'au 1er janvier 2022, donc 31 décembre 2021, avec la DEB, cette bonne vieille DEB, déclaration d'échange de biens, qui existait depuis un moment. On avait évidemment la DEB à l'expédition, quand on expédiait des biens entre la France et un autre pays de l'Union européenne, et la DEB à l'introduction dans le sens inverse, c'est-à-dire une acquisition de biens qui arrivait, qui était transporté depuis un autre pays de l'Union européenne vers la France. Je précise, c'est important que les nouvelles déclarations ont le même périmètre que la DEB, c'est-à-dire qu'on ne parle que des échanges entre pays de l'Union européenne. Évidemment, vous le savez tous, et pardon de le rappeler de façon aussi simple, mais c'est important de le préciser, on ne parle que des opérations entre différents pays de l'Union européenne. Donc, 1er janvier 2022, la DEB est supprimée complètement. Elle est remplacée par deux déclarations qui sont différentes. La première qui s'appelle réponse à l'enquête statistique dite EMEBI, de mémoire, ça veut dire état mensuel des échanges de biens intracommunautaires, si je ne me trompe pas, et ensuite l'état récapitulatif TVA. Juste pour votre information, c'est intéressant de le garder en tête. La France a été un des derniers pays de l'Union européenne à mettre en place cette double déclaration relative aux échanges de biens. Ça existe déjà dans beaucoup d'autres pays, notamment chez nos voisins immédiats. Et donc, c'est une espèce de, je dirais pas de mise aux normes, parce qu'on avait déjà les enquêtes qui allaient bien, les déclarations qui allaient bien, mais c'est une espèce de mise au ton du marché, si vous voulez, ce qui se fait sur le marché européen, avec deux déclarations. Voilà, l'EMEBI, l'état récapitulatif, tout comme la déclaration d'échange de services, la DES, joue un rôle fondamental pour les administrations fiscales et douanières. C'est important de le préciser, on y reviendra, fiscales et douanières, car elles remplissent deux fonctions que j'ai évoquées très rapidement en introduction. Évidemment, ça permet d'établir les statistiques du commerce extérieur de la France, puisqu'on sait exactement avec quel pays la France a commercé, quand et exactement même avec quels opérateurs privés. Donc, quand tous les mois, vous savez, on entend dans les médias, ou on voit, ou on lit dans les médias le bilan commerce international de la France, évidemment, ça vient de ces déclarations pour la partie Union européenne. Et enfin, et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et on reviendra sur cet aspect-là en fin de présentation, ces déclarations permettent d'assurer une surveillance fiscale des flux intracommunautaires de marchandises et de services pour les autorités fiscales et douanières. Et on le disait tout à l'heure, c'est devenu une des conditions de l'application du régime d'exonération à l'expédition. Et donc, évidemment, point fondamental à garder en tête, plus que jamais, ces déclarations servent à surveiller vos opérations, à les contrôler, potentiellement à les sanctionner. Voilà. Revenons maintenant dans le détail sur chacune des déclarations. Donc, la déclaration EMEBI, donc enquête statistique, le nom officiel, enquête statistique sur les échanges de biens intracommunautaires. Le point fondamental, qui est le deuxième point de notre slide, c'est que c'est une déclaration qui est due
à la fois à l'introduction et à l'expédition. Autrement dit, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de l'ancienne DEB, mais c'est sur une déclaration, introduction, expédition. Donc, introduction, achat intracommunautaire de biens en provenance d'un autre pays de l'Union européenne, expédition, livraison intracommunautaire de biens vers un autre pays de l'Union européenne depuis la France. C'est une déclaration qui est déposée auprès des douanes, comme l'était la DEB au préalable. Au plus tard, le 10e jour du mois ouvrable, c'était du mois suivant, évidemment. C'était déjà le cas préalablement aussi, donc pas de changement sur ce point-là par rapport à la DEB. Attention, un point important, il était précisé à la mise en place de ce régime, de cette déclaration au 1er janvier 2002, que seules les entreprises qui faisaient partie d'un échantillon sélectionné par l'administration seraient redevables de cette déclaration. Et cet échantillon sélectionné s'est traduit par l'envoi de courrier aux entreprises qui étaient soumises à cette obligation. Concrètement, à 2 exceptions près sur lesquelles je reviendrai, on n'a pas eu connaissance de sociétés qui n'aient pas reçu le courrier et qui ne feraient donc pas partie de l'échantillon sélectionné. Les 2 exceptions sont les sociétés qui ne font que des prestations de services. C'est le cas, par exemple, de notre cabinet avocat. On n'achète pas et on ne vend pas de biens intracommunautaires, enfin, sauf très, très rares exceptions. Et du coup, nous n'avons pas l'obligation de remplir une MEBI sur laquelle, d'ailleurs, on n'indiquerait strictement aucune information puisqu'on ne fait pas ces opérations. Et la 2e exception, ce sont les sociétés étrangères qui ont un numéro de TVA en France ou un représentant fiscal en France. A priori, la plupart de ces sociétés n'ont pas reçu l'invitation, si j'ose dire, à remplir cette déclaration MEBI. Donc, a priori, alors vous nous direz dans les questions-réponses si vous n'êtes pas concerné par ça, par cette déclaration. J'imagine que si vous êtes tous là, c'est que vous avez reçu le courrier. Les quelques exceptions, mais l'administration s'est occupée de ces affaires-là, ou de sociétés qui n'ont pas rempli les MEBI, c'est parce qu'elles ont reçu le courrier mais qui s'est perdu. Il n'a pas été adressé à la bonne personne. Et l'administration, évidemment, a veillé à ce que l'information soit transmise. Voilà, donc ça, c'est important. A priori, tout le monde est concerné. Enfin, et c'est un point qui est vraiment fondamental, les anciens seuils de redevabilité ont été supprimés, les anciens seuils pour la DEB. Vous vous rappelez sans doute qu'il y avait un seuil, le premier seuil pour la DEB, l'établissement de la DEB était à 460 000 € par an sur une année civile, et dès que le seuil était franchi, il fallait déposer des déclarations d'échange de biens. Il n'y a plus de seuil. L'EMEBI est donc dû à l'introduction comme à l'expédition dès le premier euro. Gardez ça en tête, c'est un point important. Ensuite, l'enquête statistique. Alors, on vous a mis un détail, si vous voulez, du contenu de cette enquête. Vous recevrez les slides après la présentation, donc je ne vais pas revenir sur toutes ces informations. Vous les trouvez également dans les BOD. Qu'est-ce que le BOD? Le BOD, c'est le bulletin officiel des douanes. C'est le BOD qui commente la législation douanière, en l'occurrence, et qui apporte des précisions sur le contenu de ce type de déclaration. Alors, il y a des BOD qui sortent souvent. C'est notre rôle de les suivre et de les analyser. N'y passez pas trop de temps, c'est assez technique. Mais si vous avez besoin d'avoir des précisions sur le contenu de l'EMEBI, vous le trouverez là-dedans et de toute façon dans nos slides. Sachez par exemple que le dernier bulletin officiel des douanes, qui a commenté d'ailleurs l'EMEBI et l'état récapitulatif, a été publié vendredi dernier, donc il y a 3 jours. On a tenu compte de ce BOD dans la présentation. Vous voyez, on essaye d'être le plus au courant possible. Et donc, votre présentation, tient compte de cette dernière publication. On retrouve, dernière remarque sur le contenu, on retrouve sensiblement les mêmes informations que pour la DEB. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, en fait, dans ce contenu. Donc voilà pour... Oui. Excuse-moi, peut-être sur cette liste-là par rapport au contenu, peut-être juste un mot sur la valeur, parce qu'on a eu des questions à ce propos. Quand on parle de valeur, on parle bien de valeur fiscale. Et en fait, donc dans le BOD, il est précisé que valeur fiscale, c'est donc le montant net
de la marchandise, mais aussi les frais annexes. Et frais annexes, ça inclut la plupart du temps les frais de transport, puisque donc on a eu cette question, la propre aux frais de transport, qui suivent en fait pour les besoins de l'EMEBI la même règle qu'en matière de TVA, c'est-à-dire que ce sont des frais annexes, sauf à ce que les parties aient expressément voulu dissocier ces deux prestations, et en principe, du coup, elles donnent lieu à l'émission de 2 factures distinctes. Mais si tout est contenu sur la même facture et que donc on peut considérer que les frais de transport sont des frais annexes, ils doivent être inclus dans cette case-là de la valeur fiscale. Ok, merci Lauriane. Donc c'est un point important. Effectivement, c'est vrai que concrètement, on commence à avoir pas mal de questions sur ces sujets de valeur, mais peut-être on y reviendra du reste quand on évoquera les sanctions ou les régularisations. Donc l'enquête, l'état récapitulatif TVA, voilà. Dans le principe, ça c'est quelque chose de nouveau en fait, hein, qui n'existait pas en tant que tel sous le régime de la DEB. C'était une partie de la DEB à l'expédition. Donc évidemment ici, et c'est le point important, ça ne concerne, pardon, que les envois ou les ventes, donc les livraisons intracommunautaires dans notre jargon, depuis la France vers un autre pays de l'Union européenne. Et ça, c'est un point fondamental. Il n'y a pas d'état récapitulatif à l'introduction. Encore une fois, on parle des livraisons intracommunautaires de biens, en ce sens, compris les transferts de stock. Je reviendrai sur cette notion, et les stocks, les stocks consignation, pardon, voilà, chercher le terme, et les stocks en dépôt. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert de stock par rapport à une livraison intracommunautaire? Dans une livraison intracommunautaire, il y a une vente, il y a une transaction commerciale. Vous vendez votre produit, votre marchandise à un client situé dans un autre pays de l'Union européenne. Un transfert de stock, ça consiste à prendre vos propres biens, à les transférer vers un autre pays de l'Union européenne sans nécessairement les avoir vendus au moment du transfert. Vous avez besoin d'avoir un stock tampon près d'un de vos clients en Allemagne. Vous transférez les marchandises de la France vers l'Allemagne. Elles sont vendues quelques semaines, quelques mois après. Il y a une première opération qui s'appelle le transfert, qui doit être déclarée dans l'état récapitulatif, même s'il n'y a pas de vente à ce moment-là. Alors attention, le traitement purement fiscal TVA est un peu différent. Il y a des régimes de simplification pour éviter d'avoir à s'identifier à la TVA dans le pays de destination. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc faites un peu attention à ces sujets-là, transfert de stock ou stock sous dépôt. Il y a des régimes particuliers qui s'appliquent au sein de l'Union européenne. Mais en tout cas, ça doit être déclaré dans l'état récapitulatif à l'expédition dès le premier euro. Donc là aussi, suppression des seuils de redevabilité, c'est dès le premier euro. C'est très important. La date est la même que pour les MEBI, c'est le 10 du mois. Le point important que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, mais vous comprendrez quand on en parlera des sanctions et des méthodes de régularisation que c'est important. Le dépôt de l'état récapitulatif TVA, pardon, est une condition de l'exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires de biens. Concrètement, une livraison intracommunautaire de biens depuis la France vers un autre pays de l'Union européenne, elle est exonérée de TVA. Dès lors que vous livrez la marchandise dans l'autre pays et que vous avez facturé un assujetti à la TVA dans cet autre pays. Donc avec son numéro de TVA. Il y a des conditions de forme, il faut émettre une facture, il faut mettre les bonnes mentions sur la facture, etc. Il y a des conditions de fond. Avoir livré le bien, évidemment, dans l'autre pays, à un assujetti à la TVA. Et une des nouvelles conditions, c'est depuis en fait le 1er janvier 2020, mais ça a été concrétisé dans l'état récapitulatif, donc, qui doit être déposé depuis le 1er janvier 2022. C'est une condition à l'exonération de la TVA. Autrement dit, en termes clairs, si vous n'avez pas rempli votre état récapitulatif, l'administration fiscale serait en droit de remettre en cause l'exonération que vous avez appliquée à la livraison intracommunautaire et de considérer que la TVA française aurait dû être appliquée. Le risque est donc le redressement de la TVA française sur l'opération, avec évidemment les intérêts de retard qui vont bien. Donc c'est fondamental. Il y a assez peu de retours sur ce type de sanctions encore, c'est assez récent, mais on y reviendra tout à l'heure. On commence à avoir, on rentre dans le deuxième temps d'une législation. Vous savez
ça se passe toujours en 3 temps hein, dans notre environnement. Le premier, ce sont les règles législatives. Le deuxième temps, c'est les contrôles de l'administration. Et le troisième temps, s'il faut, c'est le juge qui tranche quand il y a un conflit ou un litige entre l'administration et les contribuables. On est en train de rentrer dans le deuxième temps, celui du contrôle et des sanctions, 1 an après la mise en place de cet état récapitulatif. Comme pour l'ADEB, c'est l'avant-dernier point de notre slide, c'est l'administration des douanes qui collecte les états récapitulatifs. Cependant, et c'est un point important, c'est l'administration fiscale, donc la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, qui est la seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA. L'administration des douanes ne contrôle pas le fond, si vous voulez, les conditions d'application de l'exonération de TVA. Seule l'administration fiscale est en charge de cette affaire. Et enfin, évidemment, les personnes qui sont en franchise de TVA et qui donc ne récupèrent pas la TVA d'amont, mais ne facturent pas à leurs clients, sont les très très petites sociétés visées par l'article 293 du B du CGI, ne sont pas tenues de déposer les états récapitulatifs. Je ne suis pas sûr qu'on ait des participants qui sont concernés par cette disposition, mais en tout cas, sachez-le, les très 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 petites entreprises ne sont pas concernées par l'état récapitulatif. Donc voilà pour l'état récapitulatif dans les règles. En termes de contenu, bon, c'est pas très très compliqué. Vous voyez, c'est plus simple que pour les MEBI. Le numéro de TVA de l'assujetti, évidemment en français. Le numéro de TVA du client, c'est absolument indispensable. La valeur des biens. Lauriane le mentionnait pour les MEBI, c'est un point fondamental. Hein, c'est ça qui permet à l'administration fiscale de faire ses contrôles. Le montant des régularisations effectuées. Si vous le voulez bien, on retarde le commentaire de cette phrase-là à plus tard. On a quelques slides spécifiques sur la problématique des régularisations, qui est un des sujets les plus prégnants, si vous voulez, du moment sur cet état récapitulatif. Et enfin, le code régime du flux, qui est le même code régime que celui de l'EMEVI. Donc voilà pour les états récapitulatifs, pardon. Et précisément, pour récapituler ces 2 nouvelles obligations, un petit tableau facile à lire et à comprendre. À l'introduction, vous devez faire une EBEBI. Si le courrier a été reçu, partons du principe qu'il a toujours été reçu. Ceux qui ne savent pas bien, vous pouvez toujours interroger l'administration fiscale ou les douanes, mais partons du principe quand même que tout le monde est soumis à cette obligation, à l'exception des 2 situations que j'évoquais tout à l'heure, les prestataires de services et les sociétés étrangères. Attention, pas les filiales de sociétés étrangères, hein, les sociétés étrangères représentées elles-mêmes directement en France par un représentant fiscal ou ayant un numéro de TVA français. Et enfin, à l'expédition, vous devez remplir votre état récapitulatif TVA et les MEBI, là aussi, si courrier reçu, avec les réserves que j'évoquais. Voilà donc pour les règles, les grands principes, les nouveautés. Lauriane, je te laisse la main pour quelques situations dites complexes. Alors, vous allez voir que notre quotidien est plutôt lié à ces opérations complexes. Évidemment, les règles sont maintenant assez maîtrisées. Et vous allez constater qu'il y a certaines opérations qui sont particulièrement complexes. Alors, ce ne sont pas les règles qui sont complexes, et l'application des règles qui est complexe, ce sont les situations de fait qui sont complexes. Et ce sont les situations qui créent la complexité, si vous voulez. Donc, gardons en tête que les règles sont toujours les mêmes, elles ne changent pas d'une situation à une autre. On essaye toujours d'appliquer les mêmes règles à des situations variées et plus ou moins complexes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Merci Renaud. Alors effectivement, donc les opérations complexes, donc on a essayé de choisir et de couvrir un panel le plus large possible de ces situations-là qu'on peut rencontrer en pratique, même si évidemment chaque situation est particulière et que probablement on ne couvrira pas tout, mais ça peut déjà donner une vue d'ensemble intéressante. Alors avant de commencer sur le traitement des opérations complexes, il y a peut-être 3 principes, enfin 3 idées à garder en tête. La première, donc comme l'a dit Renaud, c'est que l'EMEBI, le dépôt d'une EMEBI va être lui déterminé par le flux physique, alors que l'état récapitulatif TVA, lui, on a dit, n'est déposé qu'à l'expédition dès lors qu'on a un client en fait à désigner en intracommunautaire.
Et le troisième point à garder en tête, c'est que là, on s'est focalisé sur les obligations en France, mais qu'évidemment, selon les situations, des obligations déclaratives similaires existent dans les autres États membres de l'Union européenne et qui doivent être donc vérifiées au cas par cas en fonction des États impliqués. Alors, pour commencer avec les opérations triangulaires, on a essayé de récapituler 3 situations, donc en se focalisant sur la France, avec le cas d'un opérateur français qui interviendrait dans chacune donc, dans les 3 positions, on va dire, qui peuvent exister dans le cadre de ces opérations triangulaires. À la fois en tant que fournisseur qui va livrer le bien, donc c'est le schéma du milieu, à la fois en tant qu'intermédiaire dans l'opération triangulaire, c'est le premier schéma, et à la fois en tant qu'acheteur, c'est donc le dernier schéma. Si on revient sur le premier schéma, donc dans lequel un opérateur français B, donc dans ce schéma, est intermédiaire dans l'opération triangulaire, on se rend compte que dans ce cas-là, il n'y a pas d'EMEBI à déposer en France, puisqu'en fait, aucun flux physique de biens ne passe par la France. En revanche, cet opérateur B va devoir, lui, déposer un état récapitulatif TVA, puisqu'il a, lui, un client à désigner en intracommunautaire, qui est son client belge, C, à qui il facture. Donc cet état récapitulatif TVA va être déposé en France en désignant, et c'est l'intitulé lorsqu'on va sur le site donc, de l'administration des douanes, DebWeb, une opération dite particulière en régime 31, en indiquant donc le numéro de TVA, son propre numéro de TVA français et le numéro de TVA de son client belge, le client C. Dans le deuxième schéma, donc lorsque l'opérateur français est le fournisseur du bien et que c'est lui qui va l'envoyer en fait directement ce bien vers la Belgique à destination du client C, il va devoir déposer donc un EMEBI à l'expédition depuis la France, en déclarant lui donc une livraison intracommunautaire exonérée, qui est désignée donc sur le site DebWeb sous le régime 21, code transaction 11, en indiquant donc comme pays de destination de la marchandise la Belgique et le numéro par contre de son client à lui qui est le client italien. Il devra également déposer un état récapitulatif TVA en France, en désignant là aussi une livraison intracommunautaire, donc en régime 21 comme c'est le cas pour les MEBI, et en indiquant également donc, son propre numéro de TVA français et le numéro de TVA de son client italien. Si on se place, et c'est le troisième schéma, en tant qu'acheteur français, alors on va déposer en France une MEBI à l'introduction, en déclarant une acquisition intracommunautaire, les biens provenant d'Italie. Et là, le code régime, c'est le code 11, avec une transaction également en code 11, en indiquant donc un pays de provenance, Italie. Et en revanche, il n'y a pas d'état récapitulatif TVA à déposer en France, puisque je suis acheteur et que je n'ai donc pas évidemment de client à désigner en France. Alors, peut-être juste une remarque, Lauriane, avant de passer à la situation suivante. Comme vous l'avez constaté, en fait, bon, on a pris la situation France pays de départ, France pays intermédiaire, France pays d'arrivée, hein, pour que ce soit assez détaillé et clair pour tout le monde. Dans ce type de situation que vous pourriez rencontrer, en fait, l'analyse, si vous voulez, elle est pour simplifier l'analyse et la rendre plus lisible et arriver à une conclusion finalement sur ce que vous devez faire ou pas plus facilement, en fait, il faut que vous découpiez l'opération. Vous voyez, il faut analyser la relation entre A et B, puis entre B et C, et avec un point essentiel en réalité, c'est que quand la France n'est ni le pays de départ, ni le pays de destination, toutes les obligations qui sont liées à un flux physique, en fait, échappent à la territorialité française. Donc, vous pouvez avoir des déclarations liées à la vente, c'est l'état récapitulatif, éventuellement, mais quand la France n'est pas ni départ ni arrivée, si vous voulez, il n'y a pas de déclaration liée au flux physique. Voyez-le de façon simple comme ça. Et si vous avez des opérations encore plus complexes, on va en voir quelques-unes après, mais voyez, notre raisonnement et notre analyse, si vous voulez, est systématiquement la même. On saucissonne en quelque sorte les transactions et on suit le flux logistique. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce flux logistique
qui va déterminer l'essentiel des obligations. Et s'il n'y a pas de flux logistique, il n'y a pas d'obligation, à l'exception du flux de vente, le cas échéant, pour l'état récapitulatif seulement. Voilà, Lauriane, je te repasse la parole. Ouais. Alors ensuite, on évoque le cas donc, des transferts de stock dont parlait Renaud tout à l'heure, qui sont en TVA donc assimilés à des livraisons intracommunautaires. Donc comme le précisait Renaud, ce sont des opérations dans lesquelles en fait il n'y a pas de vente. Donc un opérateur français, et ce sont nos petits schémas, va envoyer depuis la France à lui-même en fait, vers un autre État membre de l'Union européenne des biens. Ou à l'inverse, va recevoir en France, et là on ne parle plus de transfert, mais on parle d'affectation en France de biens propres à l'entreprise qui proviendraient donc d'un autre État membre de l'Union européenne. Donc pour le schéma du haut, qui est un transfert, un opérateur français envoie des biens vers un autre État membre de l'Union européenne à lui-même. On va donc avoir à déposer en France une déclaration EMEBI à l'expédition, avec un code donc 21 et un code transaction 31 qui désigne donc ces transferts de stock assimilés à des livraisons intracommunautaires. Et on va également déposer en France un état récapitulatif TVA sous ce même code, donc 21. La seule particularité, c'est que à la place évidemment du numéro de TVA d'un éventuel client, en fait, l'opérateur va indiquer son propre numéro de TVA en Belgique. Et à la place de la valeur des biens, il va indiquer leur prix de revient. À l'inverse, si on se place côté français en introduction, puisqu'on reçoit donc et on procède à une affectation qui est assimilée, elle, du coup, de l'autre côté, à une acquisition intracommunautaire de biens, on la déclare également dans les MEBI, donc sous le régime 11 code transaction 31, en indiquant là donc comme pays de provenance la Belgique et comme valeur là encore le prix de revient des biens. En revanche, il n'y a pas d'état récapitulatif TVA à déposer puisqu'on est donc à l'introduction. Excusez-moi, Lauriane, je vous coupe 2 secondes, mais je vois une personne qui lève la main. Alors, si elle m'entend, ce serait gentil d'utiliser l'onglet Q et R pour poser des questions, hein. Ne pas utiliser merci de ne pas utiliser pas de lever la main, j'allais dire, hein, de poser la question dans Q et R. Voilà, c'est tout, excusez-moi. Voilà pour ces transferts et affectations. Ensuite, on aborde le cas donc du travail à façon. Alors là, c'est pareil, ça reprend ce que je disais en introduction sur les opérations complexes. Le travail à façon, il y a des tas de situations qui peuvent exister puisque ce sont des opérations qui impliquent donc éventuellement donc un vendeur, un donneur d'ordre, un ou plusieurs prestataires qui vont procéder donc aux prestations de services sur les biens. Et du coup, évidemment, toutes les situations sont envisageables. On a essayé d'en traiter quelques-unes. On a trois schémas qu'on a décidé d'aborder. Le premier qui est sur cette slide porte sur le cas où donc, le donneur d'ordre serait établi donc, en France et que les biens sur lesquels il attend donc, qu'un travail à façon soit réalisé est expédié à partir de la France vers un autre État membre dans lequel se trouve donc le prestataire qui va réaliser le travail à façon et qu'en fait ce bien va même faire l'objet de prestations successives dans un même État membre. Donc avec un flux de biens qui va passer, avec des biens qui vont passer en fait d'un prestataire A à un prestataire B dans ce même État membre. Alors dans ce cas, on va déposer donc une déclaration EMEBI à l'expédition en France au moment où le donneur d'ordre va envoyer les biens donc vers l'autre État membre. En déclarant donc un travail à façon en régime 29 avec un code transaction 41. Sur DebWeb, il y a des menus déroulants en fait avec les intitulés sont assez clairs. Donc le code 41, ça renvoie, par contre, il faut faire attention, il y a une distinction selon que les biens sont in fine retournés ou non dans l'état à partir duquel ils ont été envoyés au départ. Donc là, dans notre situation, les biens reviennent à la fin en France, donc on utilise le code 41. En indiquant donc le numéro dans son EMEBI, le numéro de TVA du prestataire, du premier prestataire dans l'État membre 1 et la valeur marchande des matières qu'il fournit et sur lesquelles le travail à façon va être réalisé. On n'a pas d'état récapitulatif TVA en France à déposer dans cette situation, mais par contre, on a un second EMEBI à déposer à l'introduction lorsque les biens ont été donc façonnés et qu'ils reviennent en France.
Et là, on est en régime 19 avec un code transaction 51, donc qui renvoie à la situation où les biens reviennent dans l'état de départ, avec là, en revanche, une indication pour ce qui concerne la valeur du produit fini, de la valeur marchande du produit fini. Alors, je fais une petite remarque très rapide. On voit pas l'expression de vos têtes ou de vos yeux, par définition. Vous voyez la nôtre, mais j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont surpris de voir des schémas comme celui-ci. En fait, on fait pas de créativité, hein, avec Lauriane, on n'a pas d'hallucination, si j'ose dire. Ce sont des schémas réels qui nous sont posés par nos clients et qu'on a rencontrés. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, ont évoqué ce type de schéma, hein, dans les questions préalablement au webinaire. Donc, vraiment, ce sont des choses assez concrètes, assez pratiques. Et là, comme vous l'avez remarqué à nouveau, ce qu'a fait Lauriane, si vous voulez, en décrivant les schémas, c'est à nouveau un espèce de saucissonnage des opérations. D'où part le bien, où il arrive, quel est l'objet de la relation. Il y a une livraison de biens, en tout cas, il y a une expédition de biens, mais c'est pour l'objet d'une prestation de service, puis d'une deuxième prestation de service, puis le bien est à nouveau retourné en France. Vous voyez, on prend opération par opération et c'est par opération qu'il faut juger de la nécessité ou de l'obligation de faire ces déclarations MEB et état récapitulatif. Alors ensuite, le second schéma qu'on a sélectionné et qui porte sur le travail à façon, ce serait la situation dans laquelle on a donc un vendeur du bien qui se situe en France et qu'ensuite les biens sont envoyés vers un premier État membre pour réalisation donc, de la prestation et qu'ensuite ils sont renvoyés vers un second État membre dans lequel est établi le donneur d'ordre. Alors là, donc nous, on s'est placé côté français, évidemment, côté vendeur du bien, où là, donc on va devoir déposer en France une MEB à l'expédition, avec un code particulier, donc régime 29, le même que pour la slide précédente, mais avec là un code transaction, donc 42, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, lorsque les biens ne vont pas revenir, en fait, dans l'état, dans lequel ils étaient au moment du départ de l'expédition. Cette MEB à l'expédition en France, elle va devoir renseigner le numéro de TVA du prestataire qui se situe dans l'État membre 1 et la valeur des biens qui sont vendus donc par ce vendeur français. Toujours en France côté vendeur, il va falloir déposer un état récapitulatif TVA dans lequel on déclare une livraison intracommunautaire exonérée en France et taxable dans l'État membre d'arrivée, donc en régime 21, en indiquant là le numéro de TVA du donneur d'ordre, qui est en fait le client du vendeur français dans son pays, et la valeur des biens qui sont vendus donc par le vendeur français. Là, vous avez remarqué que par rapport à la situation précédente, il y a bien une vente de marchandises, n'est-ce pas? Et vous Oui. le voyez par les petites flèches qu'on a tracées là. Il y a une flèche qui concerne le mouvement physique, donc le flux logistique, la flèche du haut dans notre schéma, tandis que la flèche du bas est une flèche de facturation. Et entre les deux, il y a une prestation de service. Donc là, à nouveau, il est important, vous voyez, de qualifier les opérations pour les analyser. On a bien une vente de marchandises, il y a une transaction commerciale. Dans le slide précédent, on était sur des prestations de services sans transaction ou sans nécessairement de transaction commerciale sur la marchandise elle-même. Dans le cas d'espèce, le produit est vendu, mais il fait l'objet d'une prestation de service dans un pays qui n'est pas celui de destination ni celui de départ. Et donc là, à nouveau, les obligations sont générées, si vous voulez, par la qualification de ces opérations, donc le flux logistique et le flux de facturation. À nouveau, important de se focaliser sur les circonstances de fait. Et donc la dernière situation qu'on a choisie et qui porte toujours sur le travail à façon, ce serait donc une dernière situation dans laquelle on a, un vendeur, français, qui est situé donc dans le même État membre, toujours la France, que le prestataire qui va réaliser donc le travail à façon et ensuite les biens seront envoyés vers l'État membre du donneur d'ordre, donc dans un autre État membre de l'Union européenne. Alors là, en France, donc on a 2 opérateurs, le vendeur et le prestataire. Côté vendeur, il n'y a pas d'EMEBI à remplir puisqu'il n'y a pas, en fait, côté vendeur de flux, de biens intracommunautaires. En revanche,
ce vendeur va avoir un état récapitulatif TVA à déposer puisque, il va devoir donc, désigner son client, le donneur d'ordre, dans l'autre État membre. Cet état récapitulatif, il va être déposé et c'est le code régime 31 qui est un code particulier donc pour, désigner comme opération particulière et qui désigne donc la facturation de matériaux à un donneur d'ouvrage établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les matériaux faisant l'objet d'une prestation de service en France. Tous ces intitulés sont assez clairs, hein, sur le site d'EBWeb, on les retrouve facilement et donc dans cet état récapitulatif, le vendeur du bien va devoir indiquer le numéro de TVA du donneur d'ouvrage, qui est son client, et la valeur des biens qu'il lui vend. Côté prestataire français toujours, donc ce prestataire va devoir lui en revanche déposer une déclaration MAB à l'expédition au moment où il enverra les biens vers le donneur d'ordre dans l'autre État membre de l'Union européenne, en indiquant donc autre expédition, régime 29, avec un code transaction 52, donc qui renvoie aux situations particulières de travail à façon, en indiquant lui en revanche la valeur marchande du produit fini. Et ce prestataire, lui, par contre, devra déposer, c'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais à savoir une déclaration européenne de service. Là, comme vous le voyez, peut-être une petite, une remarque un peu générale, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, donneur d'ordre et travail à façon, etc., en fait, la situation ici est assez simple, hein. C'est un client étranger qui demande à son fournisseur français de faire livrer le bien en France chez un prestataire qui va rajouter quelque chose, qui va transformer la marchandise, qui va faire ce qu'il doit faire, mais il le fait évidemment pour le compte du donneur d'ordre en l'occurrence. C'est pour ça qu'on parle d'un donneur d'ordre, c'est que la prestation de service est réalisée par un prestataire de service qui reçoit ses ordres au sens business du terme, pas au sens militaire, mais d'un donneur d'ordre qui se trouve à l'étranger. Voilà, donc c'est ça un donneur d'ordre, hein, c'est quelqu'un qui demande à un prestataire de service de réaliser une prestation de service. Et en l'occurrence, on n'est pas dans une livraison intracommunautaire classique pour le vendeur français, vous le remarquez, puisqu'il n'expédie pas les biens en dehors de France, il les fait livrer chez un prestataire français. Donc il y a une petite spécificité et en l'espèce, pas d'émébi à remplir parce qu'il n'y a pas de livraison physique du bien par le vendeur français dans le pays de son client. Ensuite, quelques situations particulières, des questions qui nous sont très fréquemment posées. Vous le voyez ici avec les petits drapeaux. Alors, on ne vous a pas fait un piège avec le drapeau du bas, Lauriane. Je sèche un peu moi-même, c'est la Roumanie, La c'est ça? République tchèque. C'est la République tchèque, merci. Oui, non, la Roumanie, c'est pas du tout. Bon, bref, je m'enfonce pas moi-même. Donc, par contre, je reconnais bien les deux petits drapeaux français. Ça sont des situations très fréquentes dans lesquelles, en fait, votre client, qui n'est pas établi en France, mais dans un autre pays de l'Union européenne, vous donne un numéro de TVA de son pays, donc de République tchèque ici, mais vous livrez la marchandise en France. Il n'y a pas de prestation de service, hein, contrairement au cas précédent. Simplement, votre client vous demande de livrer la marchandise en France et c'est là où il en aura besoin. Donc, quand on fait l'analyse qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on la reproduit, on regarde les flux logistiques, c'est France-France, un flux de facturation France-République tchèque. Compte tenu du flux logistique France-France, c'est une vente au plan de la TVA qui est domestique, qui est donc soumise à la TVA française. Il va falloir facturer la TVA à votre client tchèque, qui ne sera pas content, mais c'est comme ça. Et évidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas d'émébi ni d'état récapitulatif, ce n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il n'y a pas de flux logistique en dehors de France et que vous vendez sur le territoire français une marchandise et la vente est soumise à la TVA française. Voilà, donc aucune obligation, en tout cas du point de vue MAB, état récapitulatif pour le vendeur, parce que la marchandise est livrée en France. Situation très fréquente également, il faut rester assez simple. C'est comme si votre client était français, hein, en quelque sorte. Autre situation particulière, là aussi on est avec alors trois petits drapeaux qui sont en l'occurrence dans ce cas-là tous les trois différents. C'est une situation également assez fréquente.
J'ai bien reconnu le drapeau du milieu cette fois-ci, les Pays-Bas. Et donc, vous le remarquez sur le plan logistique, en fait, on a départ France, il se passe quelque chose aux Pays-Bas, puis c'est exporté depuis les Pays-Bas vers les États-Unis, sachant que la facturation est-elle directe. On a donc une facturation du fournisseur français vers son client américain. La situation ici peut s'analyser de deux façons différentes, si vous voulez. On a deux scénarios, qui sont les deux petites flèches qu'on a dans le slide à droite. La question est de savoir si l'arrêt aux Pays-Bas n'est qu'un arrêt logistique ou si c'est un arrêt qui représente plus qu'un stop logistique. Il y a par exemple une rupture de charge sur le plan des transports. Il y a un événement, si vous voulez, qui est nécessité par autre chose que de la logistique. Alors, c'est une situation qui est un peu difficile à interpréter. C'est ce qu'on met là. Il y a des difficultés d'appréciation qui sont récurrentes et les administrations fiscales, évidemment, s'engouffrent dans ces difficultés d'appréciation factuelles. Qu'est-ce qu'un flux logistique? Typiquement, on prend une situation assez simple. En fait, dans ce cas d'espèce où vous vendez à un client américain, le premier bateau qui va partir part du port de Rotterdam et pas du port du Havre. Et donc, vous décidez de faire expédier votre marchandise depuis le port hollandais et non pas depuis le port français. C'est plus simple. Votre logisticien vient chercher la marchandise en France, il la met sur un camion, le camion va jusqu'au port aux Pays-Bas, il est transbordé sur un bateau et ça s'en va aux États-Unis. C'est un flux, si vous voulez, ou un stop aux Pays-Bas qui n'est que logistique. Autrement dit, dans cette situation, vous allez réaliser une exportation depuis la France sur le plan juridique, c'est-à-dire que les documents d'exportation sont remplis en France. Vous allez être considéré comme l'exportateur et donc vous ne réalisez pas une livraison intracommunautaire vers les Pays-Bas, vous n'avez pas de client aux Pays-Bas, vous ne faites pas une livraison vers les Pays-Bas. Il n'y a donc pas en conséquence d'MEBI à remplir. Pardon, il faut remplir une MEBI, excusez-moi, il faut remplir une MEBI parce qu'il y a un flux logistique vers les Pays-Bas, régime 21, transaction 72, mais il n'y a pas d'état récapitulatif parce que vous ne vendez pas juridiquement, il n'y a pas de transaction avec les Pays-Bas. On va signaler le flux logistique vers les Pays-Bas, mais on ne va pas le déclarer au plan de l'état récapitulatif et on ne va pas le déclarer non plus en TVA. On ne l'a pas mis ici, ce n'est pas le sujet du jour, mais il n'y a pas de livraison intracommunautaire exonérée vers les Pays-Bas, donc vous ne le mettez pas dans la déclaration de TVA CA3 en tant que livraison intracommunautaire, vous allez le déclarer en tant qu'exportation. Sur le plan douanier, pour ceux que ça intéresse, en fait, les documents douaniers vont être remplis en France, ils vont être préparés en France, et le bureau de sortie de l'Union européenne sera un bureau hollandais. Donc, le document douanier, si vous voulez, sera concrètement tamponné. Alors, tout ça est électronique maintenant, hein, mais pour que vous compreniez bien, le document de sortie sera, le document d'exportation, pardon, sera tamponné aux Pays-Bas. L'exportation physique aura lieu depuis les Pays-Bas, mais c'est une exportation juridique réalisée en France pour laquelle le vendeur français est l'exportateur. Donc, ça, c'était le premier scénario. Excusez-moi, L'arrêt aux Pays. Pardon. je me permets juste de vous couper 2 secondes, Renaud. C'est juste quand vous mettez voie, par exemple, vous mettez MEBI expédition depuis la France, mais je veux dire, dans ces cas-là, effectivement, puisque le client est américain, il n'y a pas de possibilité de noter de numéro de TVA en face. C'est une bonne question, Pascal. Et en effet, il n'y a pas de possibilité de donner un numéro de TVA du client parce qu'il n'en a pas, enfin, sauf s'il vous donne un numéro de TVA hollandais, mais enfin, c'est quand même assez peu probable. J'imagine, mais il faudra qu'on regarde la situation, j'imagine qu'on va indiquer le numéro de TVA du logisticien ou de celui qui va réaliser, mais sous réserve de confirmation, c'est un point qu'il faut qu'on regarde. Question valide, Pascal, en effet, qui n'existait pas dans la situation avant MEBI, puisque on ignorait tout simplement le flux, en fait. Hein. Il n'existait pas au plan juridique et donc au plan logistique. On note ce point, on va vérifier. Avant que vous continuiez, excusez-moi, je vois encore une personne qui lève la main. S'il vous plaît, madame, monsieur, merci de poser votre question dans l'onglet QR. Merci. Allez-y, je vous laisse. Effectivement, il y a la petite main qui est apparue.
Et du coup, donc dans le deuxième scénario, si l'arrêt aux Pays-Bas représente plus qu'un stop flux logistique, par exemple, vous êtes obligé de stocker les produits pendant un moment. Alors, j'imagine votre question, vous allez me dire, ça veut dire quoi un moment? C'est quel délai? Alors, les administrations en France comme aux Pays-Bas parlent souvent de délais raisonnables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable? Ça dépend des circonstances de fait. Il est évident que quand on est sur la base d'une déclaration, d'une période déclarative, qui en général est mensuelle, le délai est raisonnable. Donc, si la marchandise reste 3 ou 4 semaines, du même mois, évidemment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si c'est plus qu'un mois, ça dépend vraiment des raisons pour lesquelles il y a un stockage. Et là, on le précise après, s'il y a un stockage parce qu'il doit y avoir des opérations sur les produits ou les colis, évidemment, ça n'est plus un simple stockage, ça n'est plus un simple flux logistique. Il s'agit véritablement d'un flux intracommunautaire et on en tire donc les conséquences, à savoir le vendeur français réalise une livraison intracommunautaire exonérée de TVA en France et pour lesquels il doit y avoir une acquisition intracommunautaire évidemment aux Pays-Bas, puis l'exportation a lieu depuis les Pays-Bas et non pas depuis la France. Et donc, du point de vue MEB et état récapitulatif, en fait, on est dans la même situation qu'une livraison intracommunautaire classique depuis la France vers un autre pays membre de l'Union européenne. Attention cependant, on l'a mentionné très rapidement ici, c'est la dernière ligne du slide, MEB, introduction aux Pays-Bas à vérifier localement. Il est évident que dans ce type de situation, les obligations locales aux Pays-Bas dépendront de la loi locale. Et donc, il est très probable qu'il faille pour la société française avoir un numéro de TVA aux Pays-Bas, à partir duquel elle va déclarer une acquisition intracommunautaire et évidemment ses obligations intrastat. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que toutes ces déclarations MEB et état récapitulatif DEB sont communément appelées en anglais intrastat. Ça permet de recouvrir toutes les différentes appellations qui existent à travers les différents pays de l'Union européenne. Donc, MEB et état récapitulatif en France. Ici, 16 listes, par exemple, aux Pays-Bas. Donc, intrastat recouvre l'ensemble de ces déclarations. Donc, vous pourriez avoir des obligations aux Pays-Bas dans cette situation si vous n'êtes pas dans un simple flux logistique. Donc, on a bien noté le point à vérifier, Pascal, et on fera avant d'envoyer la présentation à nos amis participants, on fera peut-être un petit point supplémentaire dans cette slide sur ce point-là en particulier. Voilà, on est transparent, hein. Quand on n'a pas la réponse, on ne l'invente pas. Non, la matière fiscale est une science quasiment exacte. Et donc, on va vérifier ce point en particulier. Voilà pour les opérations complexes. J'allais dire, Renaud, peut-être pour compléter et finir sur les opérations, il y a une question qu'on a eue dans les commentaires qui était plutôt du coup en se plaçant côté acheteur. Je suis acheteur et je reçois des factures de fournisseurs étrangers avec des biens qui sont en provenance d'un autre État membre de l'UE ou même de France et pour lesquels on applique l'autoliquidation. C'est vrai qu'on s'est peut-être placé plutôt côté vendeur dans les slides qu'on a présentés, mais dans ce cas-là, en fait, il y a deux situations. Je suis acheteur et je reçois des biens en provenance d'un autre État de l'Union européenne. Alors, en France, je réalise donc une acquisition intracommunautaire sur laquelle je vais auto-liquider la TVA en France. Dans ces cas-là, donc, la question de l'état récapitulatif ne se pose pas, puisque vous vous rappelez, on a dit à l'introduction et en tant qu'acheteur, on ne dépose pas d'état récapitulatif TVA. En revanche, dans les MEBI, on va déclarer donc une introduction au titre de l'acquisition intracommunautaire en code régime 11 avec un code transaction 11, acquisition taxable en France. Et il y a une deuxième situation qui peut être celle de la réalisation d'un achat donc, domestique, donc un achat français, en franco-français avec le bien qui reste en France, qui part de France et qui donc reste en France, mais qui serait facturé par un fournisseur qui est non établi en France. Et dans ce cas-là, il y a une règle qui dit que lorsque moi, acheteur, je suis établi en France, mais que mon fournisseur ne l'est pas et que les biens restent donc en France, je vais auto-liquider, moi, en France, la TVA.
Et dans ce cas-là, donc l'état récapitulatif, on n'en parle toujours pas puisqu'on est à l'achat, mais on ne parle pas non plus des MEBI puisque vous avez compris, le flux, c'est un flux franco-français. Bien qu'on ait auto-liquidé la TVA et bien que le fournisseur soit un fournisseur établi par exemple dans un autre État de l'Union européenne. Voilà, qui c'était est pour une répondre à votre situation, pardon Lauriane, je te coupe, qui est une situation assez fréquente, notamment depuis qu'il y a l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Vous avez tout un tas de sociétés étrangères qui ont dû s'identifier à la TVA française pour procéder à l'autoliquidation de la TVA à l'importation, qui ont donc un numéro de TVA et qui du coup pensent que quand elles importent un bien en France et qu'ensuite elles le vendent à leurs clients français, du fait qu'elles aient un numéro de TVA, doivent facturer la TVA française. En fait, la règle est différente. Même avec un numéro de TVA en France, une société étrangère non établie en France n'a pas le droit de facturer la TVA française. C'est vous, le client, qui devez auto-liquider la TVA sur cette opération. Et comme le disait Lauriane, pas des MEBI, pas d'état récapitulatif, puisque le flux logistique est France-France. On a eu beaucoup cette question, notamment dans le cadre du Brexit, puisque du jour au lendemain, les sociétés anglaises faisaient des livraisons-acquisitions intracommunautaires. Enfin, c'était livraison depuis le UK, acquisition en France, et c'est devenu exportation-importation. Et donc, il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Comme Lauriane le disait, comme on vous le dit depuis tout à l'heure, regardez le flux logistique. Dès lors que c'est un flux logistique franco-français, finalement, peu importe qui est votre vendeur, si le flux logistique est franco-français, vous n'avez pas d'état récapitulatif et pas d'EMEBI. Alors, les sanctions et les risques associés en matière de TVA. Là, évidemment, vos oreilles vont continuer à s'ouvrir en grand. C'est un sujet évidemment important, puisque, vous le savez, comme les DEB, les MEBI et l'état récapitulatif font l'objet de sanctions éventuelles. Alors, le langage ici est assez amusant. On parle de défaut de réponse. Vous allez nous dire pourquoi réponse? Mais parce que vous vous souvenez que les sociétés ont été invitées à participer à un échantillon sélectionné et il fallait donc répondre à l'enquête statistique. Et donc, on parle du défaut de réponse à l'enquête. C'est un terme un peu amusant. C'est comme, pardon, je fais une petite digression, mais vous savez, pendant très longtemps, on a parlé en matière fiscale de notification de redressement. Bon, depuis quelque temps maintenant, on parle de proposition de rectification, comme si l'administration fiscale proposait de notifier quelque chose et non pas de le redresser. Bon, blague à part, voilà. Donc, c'est un défaut de réponse dans les délais. Si vous recevez des courriers, des questions de l'administration, soyez pas étonnés par ce langage, c'est défaut de réponse, non pas parce que vous n'avez pas répondu à une question qu'ils vous ont posée au préalable, mais parce que vous n'avez pas déposé ou pas dans les délais, ou de manière inexacte votre déclaration EMEBI. Il y a une amende qui va de 75 à 150 euros, qui est portée à 2 250 euros en cas de récidive. Les montants ne sont pas très très importants, mais c'est comme toujours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et si vous oubliez systématiquement de déposer vos déclarations, à la fin, ça commence à faire des gros montants sur une période de prescription qui est quand même relativement longue. Donc faites attention quand même à ça. Pour l'état récapitulatif de TVA, on distingue selon les fautes commises. Donc le défaut de production dans les délais, c'est 750 euros, porté à 1500 euros s'il n'y a pas de dépôt de la déclaration après une mise en demeure. C'est la même sanction qui s'appliquait pour la DEB. C'était 750 euros par DEB manquante, fois 2 en cas de mise en demeure de déposer qui n'a pas été respectée. Il y a également, comme pour la DEB, des sanctions pour les omissions, les inexactitudes dans la déclaration produite. C'est 15 euros par omission ou par inexactitude, sans que le total ne puisse excéder 1500 euros donc par déclaration. C'est la même chose que l'ancienne DEB. Et enfin, un petit point intéressant quand même, qu'on soit en omission ou inexactitude, et une déclaration produite tardivement, l'ensemble des sanctions se cumulent. Sinon, évidemment, ce ne serait pas drôle. Et donc, toutes les sanctions évoquées au-dessus s'appliquent de façon cumulative. Sur le slide suivant, Lauriane, je te laisse la parole. Oui.
Alors là, ce que vient d'évoquer Renaud, donc ce sont les sanctions en fait qui sont vraiment directes quoi, au défaut de réponse ou à l'inexactitude, mais en découle en fait un certain nombre de risques associés à ces manquements-là, notamment en matière de TVA. Comme l'a dit Renaud au tout début de la présentation, cet état récapitulatif TVA et cet MEBI permettent en fait aux administrations et notamment à l'administration fiscale de procéder à une surveillance fiscale en fait, des flux intracommunautaires à l'introduction et à l'expédition. Et le défaut ou les manquements en matière notamment d'état récapitulatif et les écarts qui pourraient exister entre les montants qui sont portés dans l'état récapitulatif et la déclaration de TVA peuvent induire un certain nombre de risques. Alors, les deux principaux, c'est donc à l'introduction. En fait, ce qui peut se passer si on se retrouve à mal déclarer dans l'état récapitulatif et que les outils ensuite de suivi font ressortir des écarts, c'est qu'on peut se retrouver avec un manquement d'autoliquidation sur des acquisitions intracommunautaires. Et ces manquements d'autoliquidation de la TVA sur une acquisition intracommunautaire est assez lourde puisqu'elle est fixée à 5% de la TVA déductible, avec éventuellement donc, des majorations et des intérêts de retard sur cette TVA qui serait rappelée. Ensuite, à l'expédition, lorsqu'on fait une livraison intracommunautaire, Renaud l'a dit en introduction, le dépôt de l'état récapitulatif, c'est une condition d'application d'exonération de TVA sur cette livraison intracommunautaire. Et donc, s'il apparaît que le vendeur, le fournisseur n'a pas déposé cet état récapitulatif, alors il s'expose à la remise en cause de l'exonération de TVA qu'il a appliquée et à l'application rétroactive de cette TVA française avec en plus donc application de majoration et d'intérêt de retard. Donc les sanctions peuvent être relativement lourdes. Merci Lauriane. Un petit retour d'expérience dont on a parlé évidemment au fil de la présentation. Il n'y a pas eu réellement, à notre connaissance encore, de contrôle, en tout cas qui portait le nom de contrôle, avec des sanctions propres, si vous voulez, à ce type de procédure. Donc il y a très peu de contrôle. En revanche, il y a eu beaucoup de questions posées par l'administration. On a beaucoup de clients qui ont reçu des questions de l'administration qui sont plutôt posées au fil de l'eau, ce qui n'était pas une habitude, et notamment dans la rapidité de la remontée des questions de la part de l'administration. Dans l'ancien système DEB, si vous voulez, l'administration posait des questions quand elle contrôlait, éventuellement une fois de temps en temps, mais c'était assez rare. On a constaté une augmentation assez rapide et dans la fréquence et dans la quantité des questions posées par l'administration fiscale, en particulier s'agissant des flux complexes et des incohérences entre les déclarations dites statistiques, donc MEBI, état récapitulatif, et les déclarations de TVA. Manifestement, les outils informatiques sont beaucoup plus utilisés par nos amis de l'administration fiscale. Et donc, il y a beaucoup de questions dès qu'il y a des petites incohérences, mais qui sont des incohérences. Pardon, j'arrête ma phrase au milieu. L'important, si vous voulez, c'est pas de ne pas avoir d'incohérence du tout, mais c'est de pouvoir les expliquer quand il y en a. Et je prends un exemple assez simple et qui se présente fréquemment, c'est si par exemple vous arrêtez la déclaration de vos flux logistiques le 29 ou le 30 de chaque mois pour des raisons comptables et on vous demande en fait de faire vos arrêtés 1 ou 2 jours avant la fin du mois. Il est évident que dans vos déclarations de TVA notamment, ou dans votre comptabilité surtout, vous n'aurez pas forcément les mêmes opérations que dans les MEBI ou l'état récapitulatif qui court du 1er du mois au 31, au dernier jour de ce mois. Vous voyez, donc ce sont des écarts qui sont explicables, que l'administration entend et comprend, qu'elle ne sanctionne pas nécessairement, mais il faut que ça puisse être expliqué. Voilà, donc ce qui est important, si vous voulez, pour vous, c'est pas nécessairement de vous dire si j'ai le moindre écart, c'est catastrophique, c'est de pouvoir les expliquer. J'étends d'ailleurs la remarque à la TVA autoliquidée à l'importation, pardon, pour laquelle, vous le savez, l'administration fiscale pré-remplit vos déclarations de TVA.
il est impossible de calculer le nombre de différences ou d'écarts qu'on trouve dans ces pré-remplissages entre ce que met l'administration et ce que constate la société. Là aussi, ce n'est pas nécessairement un problème en soi, dès lors que les écarts peuvent être expliqués. Donc, il vaut mieux se concentrer sur l'explication, la justification des écarts, plutôt que sur la transformation des chiffres, si vous me passez cette expression, pour pouvoir coller avec ce que l'administration pense devoir être déclaré. Je vous arrête encore 2 secondes, Renaud, excusez-moi, parce que je vois encore Oui. 2 mains levées. Merci à chacun de poser sa question dans le QR. Je me permets, puisque vous parlez de l'autoliquidation de la TVA, de préciser comment dire, aux participants qu'on a organisé un webinaire sur le sujet, c'était en janvier. Alors, j'ai plus la date précise, mais il suffit de retourner dans l'agenda de Bretagne Commerce International, de cliquer dans Réunion passée et les personnes trouveront le webinaire qu'elles pourront revoir en replay. Merci Pascal pour cette précision. Lauriane, je te laisse commenter ce slide. Oui, sur les possibilités de régularisation. Alors, la documentation n'est pas forcément simple sur le sujet, notamment la documentation relative à l'EMEBI. L'idée, c'est de garder en tête qu'il y a deux grandes familles, on va dire, deux grandes catégories de régularisation. Il y a les régularisations qu'on appelle commerciales, donc qui renvoient aux situations dans lesquelles il peut y avoir des rabais, des remises, des ristournes, des avoirs qui sont octroyés. Et ensuite, il y a les régularisations pour le coup d'erreur. Donc là, on constate, après que les déclarations aient été envoyées à l'administration, des omissions, des inexactitudes qui rendent en fait la réponse initiale erronée. Alors, si on revient sur les régularisations dites donc commerciales, ces régularisations n'ont pas à être déclarées en EMEBI. Si elles ne sont pas connues au moment où on dépose l'EMEBI initial. Donc, sous-entendu et a priori, sous réserve, mais il serait possible de compenser, en tout cas d'en tenir compte si la transaction initiale et la régularisation commerciale interviennent au titre d'une même période. Sinon, elles n'ont pas à être prises en compte. En revanche, dans l'état récapitulatif, elles doivent être prises en compte. Il y a un code spécifique, il y a 2 codes même, qui sont les codes 25 et 26, qui sont à choisir en fonction de si la régularisation commerciale entraîne une majoration ou une minoration de la valeur qu'on a déclarée initialement. Donc là, il y a une distinction à faire entre l'EMEBI et l'état récapitulatif pour ce qui concerne ces régularisations donc dites commerciales. Ensuite, on a donc deuxième type de régularisation, les régularisations d'erreurs qui ont été décelées après la transmission de la déclaration à l'administration et qui donc rendraient et qui portent sur des données donc de la déclaration initiale et qui rendent inexacte la déclaration initiale qui a été faite. Pour les besoins de l'EMEBI, ces erreurs-là, elles doivent donner lieu au dépôt d'une EMEBI complémentaire dans 2 situations. Lorsque l'erreur porte sur la donnée qui est la valeur, si l'erreur entraîne une variation de cette donnée valeur-là de plus de 8 000 €, ou si l'erreur porte sur une autre donnée que la valeur et que cette autre donnée-là qui est à l'origine de l'erreur est initialement supérieure à 16 000 €. Donc, il y a un tableau qui récapitule ça dans la circulaire, dans le BOD douane sur l'EMEBI et qui explique donc clairement dans quel cas ça doit donner lieu au dépôt d'une EMEBI complémentaire. Mais voilà, l'idée, c'est de garder en tête qu'en principe, si on est au-dessus de ces seuils, variation de la donnée valeur pour plus de 8 000 € ou donnée initiale autre que la valeur qui était erronée supérieure à 16 000 €, on est censé donc modifier la réponse initiale en déposant une EMEBI complémentaire. Il y a d'autres situations dans lesquelles il faut carrément supprimer la réponse qui a été faite initialement. Il y a 3 cas principaux. C'est lorsqu'on s'est trompé sur l'année de réponse, donc il y a une erreur sur la période et sur l'année particulièrement. Il y a une erreur sur le redevable de la réponse. Donc, par exemple, on se serait trompé de numéro de TVA, on aurait déclaré avec le numéro de TVA d'une autre société. Ou si on a fait une double prise en compte d'un flux ou qu'au contraire, on a intégré dans l'EMEBI un flux qui n'avait pas besoin d'être déclaré. Dans ces cas-là, la modification ne suffit pas. Il faut supprimer tout ou partie de la première, de la déclaration initiale.
En état récapitulatif, en revanche, dans tous les cas, il n'y a pas de distinction de la donnée en question, de la variation de la valeur ou autre. On dépose un état récapitulatif rectificatif dans tous les cas. Et on a eu notamment dans les questions quelqu'un qui soulevait le cas d'une régularisation apparemment sur le prix d'achat qui était assez importante et où la douane aurait conseillé de carrément supprimer les mébis. Donc si on s'en réfère aux règles qui sont portées dans la circulaire douane, en fait, on a deux possibilités. C'est soit il s'agissait d'une remise, mais je comprenais de l'intitulé du commentaire que ce n'était pas le cas. Soit c'est une remise et dans ces cas-là, et c'est le paragraphe en tête là, de notre slide, pour les besoins MABI, il n'y a pas d'obligation de modifier l'état déjà déposé. En revanche, si c'est une erreur, alors normalement, il faudrait voir si on rentre dans les cas des variations de valeur, mais en tout cas, on n'aurait pas besoin de supprimer la déclaration. On aurait besoin de la modifier, peut-être, si on rentre dans les cases des variations des données, mais en tout cas, pas de la supprimer. Ça ne fait pas partie des cas où on dépose les mébis. Alors après, en pratique, on a déjà vu des cas où la douane, par souci de simplification, demande, en fait, mais ça fait l'objet en fait, d'une discussion avec l'entreprise en question, de supprimer pour des besoins pratiques et puis de recommencer en fait un MABI. Ça permet aussi d'avoir des données de commerce extérieur, des statistiques qui sont plus exactes et donc d'avoir voilà, des chiffres qui sont définitifs et exacts. Voilà. Ouais. Merci Lauriane. Le dernier slide de la présentation que je vais passer très rapidement parce qu'il est déjà 11h15 passé. Notre recommandation, si vous voulez, c'est que, et ça répond d'ailleurs à une des questions que j'ai vues dans les Q&R là, qui sont passées et que je lisais pendant que tu parlais pendant 5 minutes, Lauriane. Notre recommandation, elle est toujours d'aller régulariser la situation de façon spontanée quand vous êtes en défaut d'omission ou d'inexactitude de déclaration. Une régularisation spontanée, ça veut dire que vous allez trouver les autorités sans qu'elles ne viennent vous voir au préalable, sinon c'est plus spontané et ça ne marche plus de la même façon. Donc, si vous n'avez pas déposé vos déclarations parce que vous avez perdu le courrier, parce que vous ne l'avez pas reçu, parce que vous ne saviez pas, il y a une question sur ce sujet-là hein, dans le flux des questions, on vous recommande d'aller parler spontanément aux autorités pour régulariser votre situation. Ce n'est pas parce que vous le faites spontanément qu'il n'y aura pas de pénalité ou d'amende ou de sanctions, mais c'est le meilleur moyen de les éviter, sachant que dans ce fameux processus que j'évoquais tout à l'heure avec une nouvelle loi et puis les sanctions et puis après la justice, si vous voulez, on est encore au début du processus en fait. Hein. On est entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire que les autorités fiscales sont encore flexibles, acceptent, si vous voulez, l'erreur de bonne foi. Vous avez d'ailleurs, depuis la loi ESSOC, un droit à l'erreur et donc il faut en profiter. Pendant cette période de flexibilité, n'hésitez pas à aller parler aux autorités fiscales pour leur expliquer ce qui s'est passé et comment est-ce que vous avez l'intention de remettre votre situation au carré. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les contribuables non récidivistes et de bonne foi. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, les termes sont clairs, donc débrouillez-vous pour être toujours dans cette situation, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà donc pour la présentation. Alors, je vous interromps, je me permets juste, Renaud, je lance le sondage hein, pour toutes les entreprises qui sont arrivées peut-être un petit peu en retard. Voilà, je lance un sondage, si vous pouvez passer une minute pour y répondre, pour savoir ce que vous avez pensé bien sûr du webinaire et puis éventuellement si vous avez des souhaits de thèmes à aborder lors de prochaines réunions d'information ou de webinaire. Donc je lance tout de suite et après je vous laisse la parole. Oui, il y avait quelques questions. Je vais répondre à certaines d'entre elles de façon générale. Lauriane, si tu as le temps de les parcourir du coup pendant que je fais ça. Il y a des questions. Pardon? Je vais départager mon écran si je veux pouvoir voir il n'y a plus rien à voir. Non, mais c'est pas grave, je les garde, alors reste comme ça, c'est pas grave. Il y avait plusieurs questions sur je livre en France. Mon client m'a demandé de faire la livraison en France. Je vais livrer dans un entrepôt en France.
Vous voyez, tout ça, sont des situations dans lesquelles, en fait, vous ne maîtrisez pas la marchandise une fois que vous l'avez vous l'avez livrée dans cet entrepôt ou dans cet autre endroit qu'on vous a désigné. Si c'est vraiment le cas, et ça se produit fréquemment, par exemple, dans des ventes de type ex-works, évidemment, vous avez fait une livraison en France et donc on n'est pas dans une livraison intracommunautaire et on n'est pas soumis aux obligations MEB et état récapitulatif. Mais ça, encore une fois, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de règle générale, c'est des questions de circonstances de fait. Vous voyez, si votre client portugais, j'ai vu la question, vous demande de livrer en France et que vous n'avez aucune idée de ce que devient la marchandise après, ou en tout cas, si vous en avez une idée, vous ne la maîtrisez pas, vous avez fait une livraison en France et techniquement, vous êtes même obligé de facturer la TVA française. Ça peut refroidir évidemment votre client portugais parce qu'il n'a pas envie de payer la TVA française. Et là, on retombe, si vous voulez, dans des discussions commerciales, dans de la négociation commerciale. Et si vous appliquez les règles de façon un peu stricte, effectivement, vous avez l'obligation de facturer la TVA française et vous n'êtes pas MEB état récapitulatif dans ce type de situation. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse générale. Donc, il y avait beaucoup de questions sur ce sujet-là. Malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse. Ça dépend vraiment des circonstances de fait. Mais si vous livrez en France, qu'on vous donne l'ordre de livrer en France, que sur votre facture, vous mettez un lieu de livraison français, pour moi, il n'y a pas trop de doute. Vous êtes en TVA française et pas en MEB, en état récapitulatif. Il y avait une question aussi, départ de la France pour une exportation vers l'Afrique et ça passe par la Belgique. Je pense qu'on a répondu à votre question. Là aussi, ça dépend des circonstances de fait. Si le stop en Belgique est purement logistique, vous êtes dans une exportation depuis la France, ce n'est pas une livraison intracommunautaire, donc il n'y a pas d'EMEBI et d'état récapitulatif. Si au contraire, c'est un vrai stop en Belgique, parce que votre produit a besoin d'être un peu transformé ou d'un emballage très très spécifique qui vient de la Belgique, à ce moment-là, ce sera une livraison intracommunautaire de la France vers la Belgique, puis une exportation depuis la Belgique. Donc avec les obligations statistiques. On a eu des questions sur les ventes ex-works. Et donc, vous mettez la marchandise à disposition de votre client, évidemment, à l'usine. Et le client, dans la question ici, c'était mais plusieurs semaines à venir chercher sa marchandise. Quand devons-nous déclarer la vente dans l'enquête statistique? Techniquement, c'est au moment du flux logistique, en fait, que vous devez faire vos déclarations. En tout cas, pour les MEBI, ça va être le flux logistique. Pour l'état récapitulatif, ce sera probablement au moment de la vente. Ce sont des situations un peu complexes. Et je me réfère à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'histoire du délai raisonnable. Vous voyez, c'est toujours pareil. En fait, c'est une seule et même opération. Si on peut admettre que quand vous transférez un stock sans qu'il y ait de vente, par exemple de la France à l'Allemagne, vous vous souvenez, je prenais ce cas, et puis qu'il est vendu à votre client allemand 6 mois, 8 mois, 9 mois après l'expédition, évidemment, il y a une déconnexion entre le flux logistique et le flux financier. Mais dans la mesure du possible, il faut éviter ce type de situations qui sont soumises à des règles précises. Et donc, quand vous dites plusieurs semaines à venir, si c'est 3-4 semaines, ce n'est pas dramatique. Plus que ça, il faut regarder un petit peu de près, mais éviter ce genre de situation dans la mesure du possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait, Lauriane, tu as quelques questions auxquelles tu peux répondre? Oui, il y en a quelqu'un qui nous disait, n'ayant pas eu l'info, je n'ai pas déclaré de DEB à l'intro pour 2022, comment faire maintenant? Donc là, effectivement, si on parle de l'EMEBI à l'introduction, mais si vous avez reçu le courrier que vous n'avez pas déclaré, bah, je pense qu'il serait pas mal de prendre attache auprès de l'administration. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir reçu le courrier et de faire partie du coup de l'échantillon, il faudrait peut-être prendre contact donc avec le CISD, le centre qui s'occupe en fait de la collecte des informations statistiques pour vous assurer que vous tombez dans le champ donc de cette obligation et deux, ensuite voir avec eux comment est-ce que vous pouvez déposer a posteriori en fait ces EMEBI et peut-être voir avec eux si il y a une possibilité en fait de simplification plutôt que d'avoir à redéposer 12 déclarations. Peut-être qu'on peut regrouper les flux, regrouper les déclarations, regrouper les fichiers.
Voilà, prendre contact avec le centre de collecte, je pense que c'est Par la contre, démarche la Lauriane, plus je me sûre. permets juste par rapport à ce que disait Renaud tout à l'heure, moi j'ai eu plusieurs questions d'entreprises, dont une qui est revenue vers moi parce qu'elle a appelé le CISD à Lille qui lui a dit non, non, elle avait peur, comme cette année apparemment c'était sous forme de courriel, elle s'est dit: «Oh là là, avec la masse de mails qu'on reçoit, je l'ai peut-être loupé» et en fait, quand elle est vérifiée à Lille, il lui a bien dit qu'elle n'était pas concernée. Elle ne fait que des achats intra et donc elle n'était pas concernée l'année dernière et cette année non plus. Oui, donc je pense qu'il y a quand même quelques entreprises qui ont dû passer, un peu à la trappe, Oui, oui, j'imagine, hein? Oui, oui, c'est possible. encore une fois, c'est possible. Il y a des exceptions, hein. Globalement, vous voyez, typiquement, la semaine dernière, on intervenait auprès d'autres CCI et sur plusieurs jours. Et c'est vrai que il y a eu quelques cas, il y a eu quelques exceptions, mais qui sont tellement rares, en fait, hein, que globalement, on a plutôt tendance à dire soyez prudents. Et dans le doute, il vaut mieux appeler le CISD et demander plutôt que de rien faire et de passer à côté. Je ne vais pas rappeler un principe de droit que tout le monde connaît et qui énerve tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ben voilà. Mais malheureusement, c'est typiquement le genre de situation où l'administration vous dira, écoutez, vous avez reçu le courrier, vous l'avez perdu, ce n'est pas notre problème. Donc il vaut mieux se renseigner et être de bonne foi plutôt que de laisser passer et d'attendre comment ça se passe. Donc le réflexe de votre société, la société que vous mentionnez, Pascal, est le bon, hein, il vaut mieux appeler. Voilà, oui et puis surtout une dernière info, c'est qu'au départ, avant de demander à l'entreprise de contacter le CISD, j'ai voulu voir si les douanes régionales disposaient du listing, par exemple, des entreprises bretonnes qui avaient reçu ce courriel et je ne l'ai pas eu. Elle m'a dit que c'est bon, déjà dans le cas de la protection des données et autres, elle m'a dit qu'effectivement la réponse pour être certain, c'est de contacter le CISD dont on dépend, enfin dont l'entreprise dépend et Ouais. comme pour le Ouest, pour le Grand Ouest, c'est Lille, ouais. Mmh. Ok. Non, mais c'est très clair. Mmh. Euh, il y avait une question là avec la Belgique, donc une vente à un client belge, mais la marchandise est livrée en France. Sur la facture, il est indiqué le client belge. Là, clairement, même si la destination finale est la Belgique, si vous avez un lieu de livraison en France et que sur votre facture, le lieu de livraison est indiqué comme étant la France, c'est une vente française soumise à TVA française. Vous devez facturer la TVA française à votre client belge. Là aussi, il risque de ne pas aimer et donc de changer potentiellement la nature du flux et le lieu de livraison. Mais il faut qu'il soit conscient qu'effectivement, pour vous, si sur votre facture, vous indiquez ship to en anglais ou lieu de livraison quelque part en France, vraisemblablement vous êtes en TVA française. En tout cas, la prudence invite à facturer la TVA française ou au minimum à discuter du sujet au préalable avec votre client belge. Parce que le risque, c'est vous qui le prenez, hein. Si vous ne mettez pas de TVA belge, de TVA française et que l'administration estime que ce n'est pas une livraison intracommunautaire, c'est vous qui prenez le risque d'un redressement en TVA française avec les intérêts de retard et les pénalités. Donc, vraiment, soyez très précautionneux sur ce type de circonstances. Il y en a plein dans le fil des questions. C'est très important. Si vous avez un lieu de livraison indiqué comme étant la France sur vos factures, la prudence, c'est de facturer la TVA française ou de menacer, en tout cas, de facturer la TVA française à votre client avant de le faire pour qu'il comprenne bien la situation. C'est important. On a la même situation, la même question dans le flux, là, sur un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous vendez à des clients français, des négociants français, mais vous livrez à l'étranger. La réponse est la même. Si votre lieu de livraison, c'est en dehors de France, vous n'êtes pas en TVA française, vous n'êtes pas dans une livraison domestique, vous êtes dans une livraison intracommunautaire et donc, évidemment, vous aurez l'exonération de la livraison intracommunautaire et les déclarations statistiques EMEBI et état récapitulatif, parce que vous allez livrer en dehors de... Alors, état récapitulatif, la facturation est en France. Ça y est, j'ai un trou de mémoire, on a dit trop de choses, mais c'est indiqué dans nos flux complexes avec tous les petits drapeaux. En tout cas, c'est certain, si vous livrez en dehors de France, vous échappez à la TVA française, vous êtes dans une opération intracommunautaire. Voilà, je crois que, Lauriane, tu avais vu d'autres questions, il est 11h30. Non, je m'étais noté un dernier point parce qu'on avait eu plusieurs questions dans le fichier avec les questions des participants qui étaient sur les retours et remplacements des marchandises. Ces flux-là de retour de marchandises, ils doivent être pris en compte hein, dans les MEBI.
En revanche, ça ne concerne pas les flux pour des réparations. C'est-à-dire que quand on fait, je sais pas, un SAV, que les biens reviennent, qui sont réparés et qui sont renvoyés, ça n'est pas pris en compte dans les MEBI. En revanche, quand il y a un retour définitif de marchandises ou un remplacement, ça, on doit bien le déclarer avec, pareil, dans la circulaire douane, tout un tas de codes spécifiques en fonction de si ensuite il y a un bien qui repart pour remplacer celui qui est revenu. Enfin voilà. Mais les retours et remplacements doivent être déclarés en MEBI. Peut-être une dernière question, après on vous libère tous, mais il y a une question, vous allez sous forme un peu pour avoir un peu le sourire en fin de, en fin de webinaire. Quand je vous disais tout à l'heure que les règles ne sont pas complexes, mais que les situations peuvent l'être, là on a une question, on livre depuis la France vers la Belgique avec une facturation d'un client suisse qui a une représentation fiscale en France. Vous voyez, donc on aurait pu mettre plein de petits drapeaux partout. Là, il faut simplifier un peu l'opération. Vous regardez votre flux logistique, hein, c'est France-Belgique. Et même si vous facturiez la représentation fiscale française, donc le numéro de TVA français de votre client suisse, ou si vous facturiez directement le client suisse, de toute façon, vous seriez dans une livraison intracommunautaire de la France vers la Belgique, qui serait exonérée de TVA en France et donc soumise aux déclarations statistiques qui vont bien. Attention, pour que ce régime s'applique, il faudra que vous ayez un numéro de TVA en Belgique. Donc, il faut que votre client suisse vous donne un numéro de TVA belge. S'il n'a pas de numéro de TVA belge, vous ne remplissez pas les conditions pour l'exonération, j'y arrive, de TVA depuis la France. Voilà, je ne veux pas compliquer trop l'affaire, c'était la dernière question. Si certaines questions n'ont pas reçu de réponse ou que vous souhaitez approfondir, vous savez où trouver Pascal et la CCI et sa division internationale. Donc, posez vos questions. N'hésitez pas à nous joindre également. Vous aurez nos coordonnées sur les slides. On est là pour répondre aux questions. Pas d'inquiétude. On s'est assuré un service après-vente. Pascal le sait, on répond à des questions sans automatiquement déclencher une machine à facturer, sauf si évidemment ce sont des questions très complexes. Donc voilà, n'hésitez pas à joindre vos interlocuteurs habituels ou nous-mêmes. Merci à tous pour votre participation, vos questions, j'allais dire votre écoute attentive et vos questions bienveillantes. Merci à Pascal, à la CCI et à Bretagne Commerce International de nous avoir accueillis pour ce webinaire. On a été ravis de participer. J'espère qu'on a été complet et que vous avez trouvé évidemment un intérêt à cette présentation. Ce ne sont pas des sujets très drôles. C'est un peu aride. On n'y est pour rien, je vous assure. On se contente de faire appliquer les règles le plus correctement possible et avec pragmatisme. Et il faut du pragmatisme dans ces sujets-là. Voilà, merci à tous. Merci Pascal. On vous laisse la parole pour le mot de conclusion. D'accord. Bah, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre collaboration, pour votre intervention. C'est toujours très bien quand il y a 2 intervenants parce que c'est toujours plus vivant et surtout vous dire aussi que c'est pas exceptionnel, j'allais dire, le thème de votre webinaire. En général, quand on organise des webinaires, c'est toujours un peu technique et il vaut mieux être bien réveillé. C'est pour ça que personnellement, je préfère les faire le matin. Bah, c'est voilà, c'est mon idée et puis sinon, bah, écoutez, vous verrez ce qu'il en est, j'allais dire, du sondage puisque de toute façon, maintenant il a été lancé donc on verra. Ma collègue Christine Martinet donc fera le bilan dans quelque temps. Bien sûr, vous recevrez tous cette présentation, hein, le temps de comme Lauriane a rajouté nous 2 slides, hier, donc on aura ça, enfin, à mon avis, vous aurez ça la semaine prochaine et puis on se tient à votre disposition. Vous verrez dans la présentation que vous aurez, comme je vous ai dit, le trombinoscope des collaborateurs de Bretagne Commerce International dans tous les départements. On se tient à votre disposition, heu, au maximum, j'allais dire, pour répondre aux questions de tout le monde. N'hésitez pas à aller sur notre agenda, hein, puisqu'il évolue régulièrement, l'agenda des réunions d'information et webinaires. Et surtout, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important, c'est que ce sera cette année la 11e édition de l'Open de l'International, qui se déroulera comme d'habitude tous les premiers lundis de juillet. Donc, ce sera le lundi 3 juillet 2023 au Palais des Congrès de Saint-Brieuc. Donc, voilà, la plateforme ne sera pas lancée, hein, au niveau des inscriptions avant avril. En tout cas, je vous remercie à tous. Je ne sais pas si tout le monde était présent. On avait 187 inscrits. On verra plus tard. Merci encore à vous deux. Donc, vos coordonnées seront aussi sur le diaporama. Et je vous souhaite j'allais dire, une bonne fin de journée à tous. Et encore merci à vous, Renaud et Lauriane. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Pascal, à bientôt. Au revoir tout le Au monde. Au revoir. Au revoir.